Donc en fait, je vais vous présenter d'abord mon activité et puis parce que chez nous aussi, on aime travailler en équipe et on aime être créatif. Et quand on vient d'univers du droit et de spécialités de droit un peu différentes, ben, les chocs des connaissances ben, créent le 1 plus 1 égale 11, comme disait Damien. Ben, chez nous aussi, dans le droit, ça marche pareil. Donc, pour vous dire quelques mots sur qui je suis, donc moi, je suis au départ un avocat de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, et donc j'ai vu dans une des slides que c'était une demande qui était forte dans vos métiers, et effectivement, elle est forte parce que vos métiers, c'est de la création de contenu, et le contenu, c'est du droit d'auteur. Voilà, c'est simple. Et du coup, le début de ma pratique, c'était ça, c'est d'accompagner des créations. Alors au début, le cinéma, l'audiovisuel, donc c'était il y a 25 ans, donc 30 ans même. Et puis, ma pratique, elle s'est élargie, non pas parce que le droit a changé, c'est toujours le même code de la propriété intellectuelle, mais parce qu'il a fallu que j'intègre eh bien, le numérique. Et le numérique, c'est la multiplicité, c'est-à-dire d'une chose, on en fait à l'infini, on duplique et on duplique à l'infini. Alors avant, on exploitait là, puis là, puis là, mais maintenant, on crée, on décrée, on reconstruit de la reconstruction, etc. Et du coup, j'ai intégré dans ma pratique tout ce que vous faites, du transmédia, alors cross-média avant, transmédia, co-créativité, je crée, je reçois des internautes de la création, laquelle fait une nouvelle création, comment ça s'organise, la réflexion sur les œuvres transformatives, est-ce que le droit ne doit pas changer, les logiciels libres, les Creative Commons, bref, tout ce qui fait aujourd'hui vos besoins. Et dans la propriété intellectuelle, il y a le droit d'auteur, et puis il y a le droit des marques, il y a aussi le droit des brevets qu'on ne fait pas. Moi, je ne fais pas ça directement, je fais ça avec un conseil en brevet qui est un spécialiste de l'innovation, c'est-à-dire qu'il est capable, lorsque une société innovante vient en disant moi j'ai peut-être fait un brevet, il est capable de dire oui, c'est brevetable ou ça n'est pas brevetable. Et il est très familier des startups d'innovation, et donc il est capable d'avoir un œil un peu plus large qu'un conseil en brevet. Donc on travaille avec lui. Et puis, et ensuite, ça s'est un peu diversifié aussi sur les datas. Alors, les datas, en tant que contenu, ça allait bien. Et puis, les datas en tant que relation avec ceux qui vont fournir de la data aux entreprises, ça va être la donnée personnelle et ça va être une nouvelle richesse que l'entreprise va intégrer lorsqu'elle va créer des nouveaux produits. Et comme vous, moi aussi, j'aime les nouveautés. Donc, j'aime bien venir ici pour apprendre tout ce qui se fait. J'essaye de comprendre, parce que je ne suis pas tellement technique. Enfin, j'essaye de visualiser quand il y a de l'image, ou encore mieux, c'est bien. Et à chaque fois, je me dis, comment juridiquement ça se traite? Parce que si ça ne se traite pas juridiquement, vous avez juste un problème pour vendre votre produit et pour le proposer aux autres, parce qu'à chaque fois, c'est bête et méchant le droit d'auteur. Si vous n'avez pas les droits, vous ne pouvez pas exploiter. Donc ça, c'est mon métier de base. Et dans un secteur que je fréquente depuis longtemps, qui est le secteur de la création, je n'ai pas trouvé un mot plus général que celui-ci. Et donc ça va de toutes les créations. Ça va de l'œuvre d'art, et c'est le secteur de la culture, jusqu'au du cinéma, l'audiovisuel, la musique, les musées, enfin tout ce qui a un rapport avec la création s'analyse au regard de mes spécialités. Alors ma spécialité droit d'auteur, et puis après tout le droit qui va autour. Le droit de l'audiovisuel, c'est un autre droit. Le droit commercial pour les coproductions, c'est un droit qui accompagne la création. Donc ça, c'est mon terrain de jeu. Et puis, je me suis diversifiée dans mon terrain de jeu, et parce que j'ai des partenaires qui n'ont pas pu être là avec moi, donc je vais parler en leur nom. Et du coup, je suis aussi une matière support des avocats de mon associée Véronique Dutoit, qui n'a pas pu rester, et qui va faire du droit du corporate. Alors elle fait quoi, elle? Alors comme moi, j'accompagne des projets, elle accompagne les entreprises. Donc elle va aller de l'entreprise qui se crée avec les associés, les packs d'actionnaires, et puis elle m'a dit, moi j'achète et je vends des entreprises. C'est-à-dire que quand à un moment donné,
vous devez la vendre, eh bien, il faut aussi avoir un avocat qui va vous accompagner parce que c'est assez subtil, en tout cas pour ne pas faire de bêtises et pour bien vendre. De la même manière que quand vous voulez acheter une entreprise, il faut aussi se faire accompagner. Et moi, je viens avec elle, par exemple, quand elle va acheter une entreprise, eh bien, elle va faire un audit. Et si c'est une entreprise de technologie, et c'est pas que, elle n'achète pas que des entreprises enfin, elle n'aide pas à l'achat que des entreprises de technologie, mais quand il y en a, il faut un avocat qui va auditer l'entreprise et pour vérifier si le contenu, par exemple si c'est une entreprise qui vend qui va exploiter un logiciel, juste vérifier si le logiciel est dans la boîte. Est-ce qu'il a bien été acquis comme il faut? Comme le droit d'auteur est un peu formel, je vérifie si les contrats ont été bien rédigés, s'il y a les bonnes clauses dans les contrats de travail, et puis quand ce n'est pas le cas, je régularise, et du coup on a un truc qui est bien blindé. Donc moi je travaille en matière support des gens qui font du corporate, donc Véronique Dutoit, elle fait ça, et puis elle accompagne aussi sur les levées de fonds, elle travaille pour des fonds d'investissement et elle travaille aussi pour les cibles. Du coup, elle sait ce qu'aiment les fonds d'investissement et elle sait que quand la cible, donc la boîte qui va être financée, dit « mais je ne peux pas accepter ça », elle dit « mais là, vous pouvez monter au ciel et descendre, jamais ils transigeront là-dessus ». En revanche, on a peut-être une carte à jouer sur telle ou telle clause et donc elle va avoir... Elle pareil, créative et un peu sioux pour que vous ayez le meilleur du possible. Donc ça, c'est je suis matière support du corporate et aussi, je vais travailler aussi en concordance parce que c'est un secteur aussi qui est important. On a beaucoup de choses sur la formation avec Pôle emploi, avec mes associés, donc mon associé Hervé Duval qui fait du droit du travail. Alors on a fait un atelier droit du travail, propriété intellectuelle il y a la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Et l'idée, c'est de voir comment, dans le secteur du droit du travail, la propriété intellectuelle se niche et comment est-ce qu'on peut acheter la création des salariés, comment est-ce qu'on peut la préserver, comment est-ce qu'on la préserve quand bien même le salarié s'en va, est-ce qu'on a toujours besoin d'avoir des clauses dans des contrats de travail, qu'est-ce que c'est qu'une offre collective, enfin c'est des mots que vous entendez toute la journée, comment est-ce que ça se traite, qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo, comment est-ce qu'il s'analyse, parce que nous, les avocats, ils passent leur temps à qualifier. On passe notre temps à dire, mais qu'est-ce que vous faites ? Mais dites-nous ce que vous faites. Alors, les gens nous donnent des mots un peu génériques. Non, mais concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Parce que nous, on a besoin de qualifier pour mettre dans la bonne case. Et la bonne case, c'est le bon droit. Et après ça, vous êtes tranquille. Donc ça, c'est ce que fait mon cabinet. En tout cas, les principaux associés avec lesquels je travaille. Et c'est très sympa. Parce que mes associés sont très sympas. Voilà. Si vous avez des questions particulières. Sinon, je passe la parole à... Alors, c'est Karine qui animera le deuxième keynote sur la data de cet après-midi, oui, qui donc sera sur les données personnelles. On va enchaîner avec le cabinet Louis Mercier, qui donc est là pour vous accompagner dans le financement, et en particulier le financement de l'innovation pour ceux qui ont besoin de CIR. On a vu qu'il y avait 17 membres qui en bénéficiaient. Je pense que largement, il y a matière à beaucoup d'autres entreprises dans le pôle à en bénéficier. Ça marche ? Pour changer. D'accord. Bonjour. Excusez ma voix, j'ai attrapé un peu froid. Donc, je suis Louis Mercier, le fondateur du cabinet LMC. On existe depuis une quinzaine d'années. Aujourd'hui, on est 2 associés. Mon associé s'appelle Jacques Astoin. Il est directeur en sciences. Il a été, à la fin de sa carrière professionnelle, le responsable de la direction de l'innovation au ministère de la Recherche. C'est lui qui pilotait notamment les fameux experts qui arrivent chez vous pour contrôler, enfin, qui n'arrivent pas chez vous, mais qui analysent votre dossier CIR et JEI pour savoir s'ils sont éligibles. Pour ma part, je suis, moi, un ancien directeur financier d'entreprise, de grosses sociétés et de TPE. Nos clients sont principalement des startups pour 70 à 80%, donc des startups, oui, essentiellement dans le domaine du numérique.
Voilà. Alors, les principaux domaines d'intervention sont donc le financement de l'innovation. Donc, j'ai séparé en deux parties cette slide. Donc, la partie, on va dire, plus fiscale, qui concerne le crédit impôt recherche, le crédit impôt innovation, la jeune entreprise innovante et les agréments d'organismes de recherche. Ça, c'est quand on veut mettre les factures des sous-traitants dans le dossier CIR. Donc, vous avez déjà entendu parler de ce dispositif. Le crédit impôt recherche, donc c'est pour faire de la... Enfin, on récapitule les dépenses liées à la recherche, dépenses de personnel et de sous-traitants et autre chose. La recherche, c'est quoi? C'est toujours une grande question. Alors, j'essaie de l'expliquer simplement. Quand on fait des travaux techniques, on est face à une incertitude. Voilà. Et on essaie de trouver des solutions. On tâtonne pour trouver des solutions pour résoudre ces incertitudes-là. Là, brièvement, on est dans la recherche. Je compare ça au crédit impôt innovation, qui est un dispositif relativement récent. Alors, l'innovation, c'est quoi? C'est aussi une question qu'on me pose régulièrement. Donc, autant le crédit impôt recherche, c'est de la recherche, c'est les incertitudes. Le crédit impôt innovation, c'est je veux préparer un prototype d'un produit nouveau qui n'existe pas dans le monde. C'est pas compliqué. On prend des composants à droite à gauche, on les assemble. Il n'y a pas d'incertitude pour arriver à un résultat. Voilà, qu'il y ait un marché ou non, mais en tout cas, on arrive à un prototype facilement. Voilà, la grande différence. Le crédit impôt recherche, on récupère 30% des dépenses, de l'assiette des dépenses. Et le crédit impôt innovation, on récupère simplement 20%, parce qu'on considère que c'est moins compliqué. Enfin, le législateur a considéré que c'était moins compliqué. Une petite précision quand même, le calcul de cette fameuse assiette est le même. Sachez, d'une part, que les dépenses de personnel, donc c'est lié au prorata temporis du temps passé à faire des travaux de recherche, mais sur ces salaires bruts chargés, sur ce salaire brut chargé, on ajoute un coefficient de frais de fonctionnement de 50%. Je vous le dis parce que ça va très vite quand même dans le calcul de cette base de dépenses. Et on n'y pense pas souvent. Le statut de l'entreprise innovante, c'est mon associé d'ailleurs qui l'a mis en place il y a quelques années quand il était au ministère de la Recherche. Donc le statut de l'entreprise innovante permet d'avoir des économies cette fois-ci. On n'est pas remboursé, mais on fait des économies de charges sociales patronales obligatoires. En gros, c'est les charges d'URSSAF. Ça fait faire à peu près une économie de 50% des charges sociales patronales, en gros. Voilà. Alors, donc, comme je vous disais, il faut, si on veut intégrer une facture d'un sous-traitant, et ça arrive très souvent hein, quand on fait du développement, il faut que cette entreprise-là soit agréée par le ministère de la Recherche. Alors, pour être agréé, pareil, on fait un dossier, on explique qui on est, et on donne des exemples de travaux de recherche qu'on a réalisés. Voilà, donc nous, on peut... donc le ministère de la Recherche, après, donne son accord, enfin, fait un courrier d'accord, et ainsi de suite. Et à partir de là, on peut mettre la facture dans cette base de dépenses, dans l'assiette, comme on dit. Bon, voilà pour la partie fiscalité. On fait aussi donc des dossiers de financement de l'innovation avec des dispositifs de BPI France. C'est le plus gros organisme qui a plein de produits, on va dire financiers, pour financer les innovations. Donc, alors l'innovation, il y a d'une part la bourse French Tech. La bourse French Tech, au départ, ce n'était pas une innovation technologique, c'était une innovation de service, une innovation d'usage. Bon, ça évolue un petit peu aujourd'hui vers les innovations technologiques. Donc ça représente environ 30 000 euros. C'est une subvention. Hein. Quand on dit subvention, c'est de l'argent qu'on récupère, qu'on nous donne et qui n'est pas remboursable. En comparaison aux fameuses aides ou avances. Là, il faut rembourser. C'est à taux zéro, mais une avance récupérable, voilà, typiquement. Donc là, il n'y a pas de plafond. Les plafonds, c'est vos fonds propres. Les fonds propres, c'est capital, prime d'émission, compte courant d'associés, puis report à nouveau. Donc si vous avez, je sais pas, des fonds propres d'1 million, ben, vous pouvez obtenir une aide d'1 million. Une aide à taux zéro, remboursable en cas de succès technologique.
Voilà, donc il y a aussi le dispositif prêt à taux zéro, PTZI. C'est la même philosophie que l'avance remboursable. Il y a des prêts d'amorçage. Donc quand vous voulez faire une levée de fonds et que vous avez eu une aide à l'innovation avant, eh bien vous pouvez prétendre à avoir un prêt d'amorçage. C'est un prêt bancaire, mais sans garantie, sans caution, qui fait de l'ordre, enfin, il y a plusieurs niveaux de maximum, mais on va dire de l'ordre de 100 à 150 000 euros. Ça, c'est assez formidable. On fait aussi donc tous les dispositifs, enfin, je ne vais pas tous les lister, mais de BPI, hein, tous les prêts. Il y a notamment aussi chez BPI, je ne l'ai pas mis là, mais j'ai entendu ce matin que c'était un souci, l'export. Donc il y a des dispositifs de financement pour l'export. Des anciens outils de la COFAS, parce que la COFAS a été absorbée par BPI. Et donc il y a des petits dispositifs simples au départ et plus compliqués après quand on est déjà organisé à faire de l'internationalisation, de l'exportation. Mais je pourrais vous donner des détails de tout ça quand on se verra cet après-midi, si vous le souhaitez. Il y a des dispositifs aussi de la région Île-de-France, InnovUp, mais là on vous en parlera plus tard, hein, et PMUp. InnovUp, c'est instruit par BPI, et donc ça, ils ont, on va dire, mis en place de nouveaux dispositifs plus importants que faisait BPI avant. Mais c'est de l'argent de la région Île-de-France. Et puis PMUp, là, c'est pour les entreprises déjà plus structurées. Il faut avoir au moins 5 salariés. Salariés, je n'ai pas dit personne, j'ai dit salariés. C'est très important, c'est un critère discriminant. Et donc, ça permet de financer les entreprises pour leur croissance. La région Île-de-France veut absolument avoir des ETI, des gazelles, si vous voulez. Voilà, donc PMUp, oui, ça permet d'obtenir 250 000 euros de subvention, je dis bien subvention, hein, pour financer votre croissance et notamment des embauches pour des professions d'encadrement. Un directeur financier, directeur commercial, directeur technique et tout. Voilà, on fait aussi des dossiers qui s'appellent Paris Initiative Amorçage. Donc ça, c'est quand vous rentrez dans des incubateurs de la ville de Paris. Donc c'est un petit dispositif de 30 000 euros, subvention toujours, qui paye, on va dire, en partie, en moitié, pour moitié l'hébergement, et pour l'hébergement et l'accompagnement, et pour l'autre partie, un petit programme d'innovation. Voilà, on fait des dossiers CNC RIAM. Là, vous pourrez poser d'ailleurs vos questions aux représentants du CNC qui sont ici. Donc, on fait des dossiers pour le concours ILAB. C'est ce qu'on appelait avant le concours du ministère de la Recherche. C'est mon associé qui pilotait ce concours-là quand il était en fonction au ministère. Voilà, donc là, ça permet d'obtenir une subvention de jusqu'à 450 000 euros. Il n'y en a pas beaucoup qui l'obtiennent, hein, je vous rassure. Voilà, donc on fait aussi des dispositifs européens pour l'innovation, notamment un dispositif qui est intéressant, qui s'appelle Instrument PME. Tous les dispositifs européens dont on entend parler, ce sont des dispositifs collaboratifs. Donc il faut trouver des partenaires français, étrangers, tout ça. L'instrument PME, c'est un dispositif qui permet d'obtenir jusqu'à 2 millions quand même. Et on peut le présenter, un dossier, comme étant, enfin, pour un développement technologique, même si on est tout seul. Et puis, oui, on fait aussi donc des dossiers de label entreprise innovante. Ça, c'est avec BPI. Ça coûte 3 000 euros hors taxe pour BPI. Donc ça, c'est obligatoire quand vous voulez faire une levée de fonds et que vous vous adressez à des fonds qui utilisent les fonds communs de placement. Voilà. Donc, comme je vous le disais, on fait aussi d'autres dossiers de financement de la croissance que je n'ai pas indiqués ici. Voilà. Donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions pendant l'heure du repas ou cet après-midi. 15h17.